Bonjour Audrey, comment vas-tu? Ça va et toi, Jonathan? Eh bien, nickel, bienvenue à toi pour ce coaching sur le traitement des objections. Du coup, alors, peux-tu te présenter aux auditeurs du groupe? Eh bien oui, moi je m'appelle Audrey, ça fait presque 5 mois que je suis indépendante. Ouais, bravo. Malheureusement, j'ai une mauvaise expérience avec une agence, donc Ah. je cherche à voir autre chose. Voilà, donc c'est pour Mhm. ça que je t'ai sollicité pour que tu puisses m'aider à m'émanciper. Eh bien, on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le traitement des objections. Ok, eh bien, bienvenue à toi. Donc, on va en parler aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est souvent là, j'ai envie de dire, quand il y a des objections, c'est là que le métier commence, en fait. Sinon, c'est trop facile. Donc, moi, il y a un dicton que j'aime bien, c'est que notre métier commence à partir du moment où on nous dit non, en fait. Avant, c'est pas pour rien aussi qu'on nous appelle des négociateurs immobiliers, c'est que la négociation et du coup, de ce fait, les objections sont quotidiennes. Et quand on a du mal à rebondir dessus ou qu'on perd nos moyens ou qu'on manque de technicité, effectivement, eh bien, il y a inévitablement un manque à gagner de chiffre d'affaires. Alors, si tu devais donner la définition d'une objection, pour toi, c'est quoi une objection? Une objection pour moi, ça serait plus, Mhm. quelqu'un, qui c'est pas forcément qui va à l'encontre de ce qu'on propose, mais c'est, qu'il est en désaccord ou peut-être juste une crainte, Mhm. pour laquelle il ne veut pas passer un pas, autre. Ouais, d'accord. En fait, c'est tout simplement une attitude de contestation. En fait, c'est tout simplement que la personne n'est pas en phase avec ce qu'on lui dit, en fait, et qu'elle a très souvent besoin d'en savoir plus et d'avoir confiance en nous. Ça revient un petit peu à ça, finalement, l'objection, parce que moi, franchement, j'aime bien avoir des objections, parce que ça veut dire qu'on travaille et ça veut dire qu'on peut arriver à quelque chose avec une personne qui nous fait des objections. Souvent, les gens font une erreur et disent que c'est bon, il y a des objections, ça veut dire que c'est mort. Tu sais, il faut travailler sur un petit peu les idées limitantes, les croyances limitantes et un petit peu ces idées automatiques, ces pensées automatiques qui font que c'est mort. Mais en réalité, ce n'est pas du tout la réalité. Heureusement, sinon, il n'y aurait pas beaucoup de négo sur le terrain. Mais une objection, voilà, c'est tout simplement que notre prospect n'est pas sur l'instant T en accord avec ce qu'on lui dit, heureusement, manifeste finalement un désaccord, manifeste une situation d'opposition, de contestation, et notre travail va être finalement, entre guillemets, de le remettre dans le droit chemin, finalement, de le mettre en accord avec nous-mêmes. Parce qu'une personne qui n'a pas d'objection, c'est une personne qui s'en tape et qui n'est pas intéressée, en fait. Alors, quand la personne, effectivement, n'a pas d'objection et est totalement sans, comment dire, vraiment n'a pas de réaction par rapport à ce qu'on lui dit ou tente de fuir, c'est qu'il n'y a pas d'objection, ça veut dire qu'on aura beau faire ce qu'on veut, on n'arrivera à rien en fait. Voilà. Donc quand il y a des objections, c'est que la personne a besoin d'en savoir plus et que c'est avec notre rôle finalement de l'accompagner en fait. C'est comme à la pige un petit peu. J'aime bien faire cette comparaison. Le cursus du traitement des objections, c'est un peu comme un tunnel en fait. C'est-à-dire que l'entrée du tunnel, c'est le bel début où la personne a manifesté une objection. Je ne veux pas d'agence, je ne signerai pas de mandat, etc., etc. On les connaît toutes. Euh, et le bout du tunnel, c'est le résultat finalement que tu as obtenu. Et tout le long du tunnel, en fait, il y a plein de portes. Et le prospect, si tu n'arrives pas finalement à engendrer de la confiance ou à répondre à son besoin, parce que finalement, l'objection, ça peut être également un besoin non satisfait, une peur, une croyance limitante, ça peut être n'importe quoi. Donc, si tu n'as pas cerné le besoin, finalement, il tentera de se barrer par les portes, en fait, avant d'arriver au bout du tunnel. Donc, notre rôle, c'est de l'amener finalement au bout du chemin ou du tunnel sans qu'il puisse prendre une porte ou enfoncer une porte. Voilà. C'est un peu ça le traitement. Ça veut dire que moi, j'aime bien aussi l'expression qui dit que derrière un non se cache toujours un oui, sauf qu'on ne sait jamais quoi. Voilà, l'idée, elle est là, quoi.
Donc voilà, ça, c'est un peu la base de l'objection. Et c'est important de considérer une objection comme jamais définitive, parce que déjà, on va montrer au prospect que finalement, on s'accroche. Et puis, c'est surtout que c'est en réalité, quand il y a de vraies objections, en fait, ce n'est si vraiment on sait rebondir et on sait cerner le besoin non satisfait finalement, ou la problématique du prospect, bah en fait, c'est jamais définitif, une objection. C'est très rarement définitif. Mais pour ça, il faut que ça soit une vraie objection. Parce qu'il y a des fausses. Tu as certainement, voilà, entendu des fausses barbes, des trucs comme ça. Je veux réfléchir, j'en parle à ma femme, etc. etc. Qui finalement, la personne prend une porte, en fait. Hein. Ouais, d'accord, tu veux réfléchir, mais dis-moi plus. Et derrière, c'est creux, tu sais, il n'y a pas d'objection, il n'y a pas de. Ouais, je vais réfléchir, d'accord, mais est-ce qu'il y a un point que vous souhaitiez éclaircir ouais, non, mais je vous dis que je veux réfléchir. Bon, là, la personne enfonce la porte et derrière, on sent qu'il y a rien. Donc il n'y a pas d'objection, donc la personne n'est pas intéressée, en gros. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, ça va. Non. Ouais, tout va bien. Donc, c'est important aussi de traiter une objection comme non définitive et comme finalement un besoin non satisfait à traiter. Pourquoi? Parce que tu vas aussi te conditionner, toi, de manière positive. C'est-à-dire que tu vas travailler sur du positif et tu vas limiter grandement les croyances limitantes parce que, tu sais, après, on va rentrer un peu dans l'inconscient, mais quand on nous dit non, quand on nous rejette finalement, bah, ça crée un peu une situation de stress parce que personne n'aime être rejeté. Et finalement, c'est là où interviennent un petit peu les croyances limitantes, c'est là où interviennent un petit peu les croyances automatiques du genre je suis nul, je ne vais pas y arriver, je stresse, etc., etc. Et le cerveau peut vite partir en sucette, alors que finalement, ce n'est que dans la tête et ce n'est pas du tout la réalité. Donc, le fait de se conditionner, finalement, va permettre de mettre de la conscience dans ce qu'on fait et va permettre finalement d'être objectif sur l'objection qu'on va recevoir et pas subjectif et de pouvoir y répondre correctement, en fait. L'idée, elle est là. C'est aussi de se conditionner de manière objective et positive, surtout. Voilà. Et quand on argumente toujours après dans le cursus sur un besoin non satisfait, sur une inquiétude, voilà. Et après, on va décortiquer après le cursus, justement, pour vraiment, parce que tu vas voir, c'est une méthode que je n'ai pas inventée, mais que j'ai beaucoup travaillé. C'est une méthode, hein, la fameuse méthode de l'entonnoir, où en fait, on conditionne notre prospect à dire oui et à l'amener où on veut. Et si avec cette méthode, à la fin, il dit toujours non, c'est que soit on a merdé, ce qui peut arriver, là, ça nous arrive à tous, ou soit finalement, des objections n'ont pas été trouvées, ou finalement, que notre prospect sera définitivement finalement pas intéressé. Mais là, on n'est plus dans l'objection. Là, on est dans un prospect qui n'est pas intéressé. C'est différent. On ne peut pas traiter sur un prospect qui n'est pas intéressé ou qui c'est plus rare, quoi. Alors, il y a plus ou moins trois grandes familles d'objections. Est-ce que ça te parle? Non? Comme ça, non? Alors, la première famille d'objections, la première objection, le premier type d'objection, c'est la vraie objection, justement. Ouais. C'est notre prospect qui manifeste une situation de désaccord fondée. Donc, la vraie objection est fondée. C'est la plus importante parce qu'elle est vraie. Ça veut dire qu'on peut la traiter. Ça veut dire qu'il y a matière à discuter. Ça veut dire qu'on discute. Ça veut dire que tant qu'on discute, on peut arriver au bout du tunnel. Donc là, il faut vraiment se concentrer sur l'objection, la traiter et sur les préoccupations de notre prospect. J'ai envie de dire que c'est la plus facile à traiter en réalité. Puisque si elle est fondée, ça veut dire que notre prospect a un problème et qu'il a besoin que ce problème soit résolu. Et nous, notre rôle va être de l'aider à résoudre ce problème, cette objection. D'accord? Donc ça, c'est l'objection vraie. Après, il y a l'objection fausse. Il y a la fausse barbe, ce qu'on appelle la fausse barbe. Elle est plus compliquée à traiter, celle-là, parce que du coup, notre prospect
ne donne pas ses véritables intentions. Notre prospect nous ment ou reste très frivole, reste très dans le flou. Donc, c'est compliqué parce que derrière, alors, il y a principalement deux cas de figure. Est-ce que derrière se cache une objection vraie ou est-ce qu'il n'y en a vraiment pas? Parce que des fois, le prospect peut avoir du mal à manifester la vraie objection. Donc, notre rôle dans ce cas-là va être de l'aider à manifester une vraie objection par le jeu des questions principalement. Un exemple, une baraque que tu visites. Évidemment, la prévention veut qu'on connaisse bien son prospect avant de le sortir en visite, par exemple, avec une bonne découverte acquéreur, dans le cas qui nous intéresse, ou vendeur, etc. Et s'il reste dans le flou, une technique peut être, par exemple, de rappeler l'entretien téléphonique sur les besoins que le prospect avait manifesté sur ce qu'il recherchait, de lui dire, regardez, tout ce dont on a parlé est validé par le bien que vous avez sous les yeux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vous positionnez pas? Par exemple, c'est un exemple. Regardez, c'est vous qui l'avez dit, hein. Il y a tout. Vous vouliez 200 mètres carrés, vous vouliez un terrain au calme, pas d'eau passante, tout est respecté. Alors, on va au compromis? Non. Pourquoi? Il faut que je réfléchisse. D'accord. Est-ce que je peux vous aider finalement j'aime pas trop. Est-ce que on va pas faire une formulation du style brouillon? Je peux vous aider à réfléchir. Ça fait. Non. C'est bon, je peux réfléchir tout seul, quoi. Non, par contre, on va plutôt essayer d'avoir un vocabulaire un peu plus soutenu du style. D'accord, il n'y a pas de problème, c'est normal. Hein, on va toujours dans le sens. C'est normal de réfléchir suite à l'achat d'un bien de cette valeur. Est-ce que j'ai oublié quelque chose finalement la dernière fois au téléphone? Est-ce qu'il y a un point important que je n'ai pas soulevé? Est-ce qu'il y avait autre chose finalement que vous souhaitiez? Voilà, l'idée c'est de le questionner pour le repousser dans ses retranchements, en fait. Parce que peut-être que finalement, tout va bien sur le bien et qu'il a tout simplement peur de se positionner. Et que la vraie objection, finalement, c'est l'anxiété qu'il éprouve à se positionner sur ce bien. C'est possible. Surtout pour les primo-accédants, qui n'ont jamais acheté une baraque de leur vie. Donc là, finalement, l'objection ne va pas porter sur le bien. Tu auras beau lui dire 200 fois, ouais, mais attends, il y a le garage là de 40 mètres carrés. Je voulais un garage, il y est. Parce qu'il s'en fout, il le sait. Par contre, le réconforter dans son achat, argumenter sur l'investissement, sur le fait qu'il ne prend pas de risque, sur tout ce que tu vas pouvoir dire pour le rassurer sur son achat, là, par contre, tu vas faire mouche. Parce que finalement, derrière cette fausse barbe, se cachait finalement une vraie objection, là, sur le thème de l'anxiété. Alors, j'ai pris cet exemple comme ça au hasard, mais... Donc là, en creusant, tu peux arriver à des vraies objections et finalement traiter. Par contre, il y a des fois, tu n'y arriveras. Ouais. L'anxiété en elle-même, je ne peux pas la traiter puisque du coup, c'est un problème. Alors, une personne. Il va falloir justement, si vraiment tu... Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du SUNCAS. Non. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, sympathie. C'est-à-dire qu'il y a des grandes tendances quand on fait un achat. Mais ça va pour un bien, ça va pour tout, une voiture. On est tous plus ou moins régis par des tendances. La sympathie, tu sais, c'est la personne qui veut être sympa avec le vendeur. L'argent, c'est une personne qui est très proche de ses sous. Le S, c'est la sécurité. Donc là, tu es sur une notion de sécurité. En l'occurrence, ça c'est pour l'exemple. Donc, sécurité, anxiété. Donc là, il va falloir découvrir quels sont finalement les facteurs de stress du prospect et les traiter. Est-ce qu'il a peur de s'engager? Est-ce qu'il a peur d'avoir un crédit? Est-ce qu'il a peur que la baraque tombe en ruine? Est-ce qu'il a peur d'un trouble de voisinage? Je ne sais pas. Parce que derrière l'anxiété, c'est pour ça que le jeu des questions est extrêmement important parce on considère en règle générale, quand le prospect fait une fausse barbe, qu'il faut au moins entre 2 et 4 questions à le pousser dans ses retranchements pour découvrir là où les vraies objections. Ce qu'il a au plus profond de son être, c'est ça qu'il faut creuser. Parce que là, tu pourras argumenter sur ce qui fait mouche. Et après, on verra avec le cursus, avec la méthodologie, comment. Ça, c'est pour la fausse barbe. La fausse barbe, mais des fois, tu n'y arriveras pas à le repousser. Il va continuer à rester évasif, il va commencer au bout d'un moment à montrer des signes d'irritabilité parce que finalement ça m'est déjà arrivé de dire au bout d'un moment, écoutez, en fait, mais dites-le moi.
vous n'êtes pas intéressé. Mais dites-le moi, je ne vous en voudrais pas. Parce que tout simplement, ils n'osent pas dire qu'on est à côté de la plaque. Mais dites-le moi. Parce qu'ils n'osent pas, tout simplement. Bon, ce n'est pas la majorité des cas, mais des fois, il faut le faire. Parce que au moins, on gagne tous du temps. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, ça fait du bien. Il faut essayer de faire en sorte de ne pas se mettre en position de subordination non plus. Et enfin, la troisième grande famille, c'est l'objection de test. Donc là, c'est une catégorie de personnes en fait, qui aiment bien tester le négo, tout simplement. Donc ça s'apparente un peu à une fausse barbe, mais ce n'est pas vraiment une fausse barbe, c'est plutôt des personnes qui auront envie de plus se confronter aux professionnels, qui auront envie un petit peu Ils sont intéressés très souvent, hein, ils sont intéressés. Ils n'ont pas vraiment d'objection, mais c'est juste qu'ils veulent titiller un petit peu. Alors c'est souvent le gars qui s'y connaît dans le bâtiment, qui commence à parler technique, voilà. Les personnes qui veulent un peu étaler leur silence, ouais, mais là, c'est un parpaing de combien? Là, ouais, mais là où l'isolation, là, vous êtes sûr que. Tu vois, tu vas plus être dans le jeu, dans un petit peu la personne qui veut étaler ses connaissances, tout ça. Mais c'est important. Et face à ce genre de personnes, parce que ça arrive souvent, moi, ce que j'invite à faire, c'est à rester le plus professionnel possible, à maîtriser son sujet, bien entendu, parce que voilà, sinon la personne va s'engouffrer et le négo, même si la personne se positionne sur le bien, par exemple, dans le cadre d'un acheteur, même si elle signe, le négo se retrouve tout de même en position inférieure, en position de subordination. Et là, ça va être chiant à gérer. Même à la fin, tu vas toucher ton fric, tu vas toucher ta commission. Par contre, tu te seras attrapé 3 mois derrière de personnes qui vont passer ton temps à te tester et parce que pendant la visite, par exemple, tu n'as pas été au point techniquement, par exemple. Ça arrive, hein. Ça m'est déjà arrivé. Ça arrive à tout le monde. Et c'est très désagréable. À la fin, tu es vraiment content que la vente, elle se signe. Et généralement, tu as ce genre de discours après. Oh putain, mais quel con, heureusement, c'est fini. Tu vois, ça finit comme ça, généralement. Ceux qui regardent, il y en aura plein qui se reconnaîtront, je pense, dans la vidéo. Donc là, on part voilà, sur plus l'objection de test. Donc là, quand tu as quelqu'un qui veut, ça c'est très simple à gérer aussi, quand il y a quelqu'un qui veut étaler sa science et qui veut se tester, se confronter finalement au négo, là, l'idée finalement, ça va être de le caresser dans le sens du poil, ça va être il faut qu'il parle le plus possible pour qu'il puisse étaler sa science, et ça va être vraiment de se mettre dans une position de parallèle en lui disant, bah oui, vous avez entièrement raison, j'aurais fait exactement pareil, ou bah oui, vous avez entièrement raison. Tu sais, voilà, vraiment lui dire, donc toi, tu vas devoir effectivement aussi montrer ton expertise, mais de manière parallèle, donc de manière, on va dire, de te mettre dans une position alliée et parallèle, et pas de te mettre dans une position de confrontation. Parce que le pire qui puisse arriver, et Dieu sait que ça arrive, c'est la personne qui veut se mesurer à toi, qui croit s'y connaître et qui dit de la merde. Et ça arrive. Et du coup, si tu commences à dire non, mais non, là c'est pas bon, c'est pas comme ça que ça marche. Ben, c'est dommage parce que tu vas te la mettre à dos, et rien que parce que tu te l'es mise à dos, elle pourrait ne pas se positionner ou pas signer le mandat. Ça arrive. Donc, face à ce genre de personnes, voilà, alors là, pour en revenir au casse, tu es dans une typologie d'orgueil. Le haut, c'est l'orgueil. Voilà, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Et donc, face à ce genre de personnes orgueilleuses et qui finalement veulent se mesurer à toi, l'idée, c'est de les laisser parler 80% du temps, de se mettre dans une situation parallèle, de s'intéresser à son prospect, de le faire parler le plus possible. Parce que moins tu parleras, moins finalement il y aura d'objections et moins il aura envie de se confronter à toi. Tu vois ce que je veux dire? Plus il parle, moins tu parles. Donc déjà, il y a des gens à te parler, de manière générale. Hein. De toute façon, de base, notre métier est constitué de 80% d'écoute. Mais en plus, moins finalement tu auras à argumenter puisque c'est lui qui parlera. Et c'est comme ça que tu gagneras sa confiance, en fait. Mais en règle générale, de toute façon, on gagne la confiance en laissant parler les gens en réalité. Hein. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu as besoin qu'on revienne sur quelque chose? Non, c'est bon. Bon. Alors, maintenant la méthodologie. Là, on a vu la base de l'objection. Maintenant, on va voir le cursus du traitement, les étapes. Et tu vas voir, c'est toujours pareil. C'est simplement la partie traitement qui va changer en fonction de l'argument. C'est-à-dire que tu vas devoir, en fonction de l'objection, adapter l'argumentaire, évidemment.
Tu ne vas pas argumenter sur s'il y a un mandat exclusif si tu fais une visite et que la personne te fait une objection sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. mais la typologie de la méthode reste la même. La première phase, c'est de te mettre en position parallèle. Ça va être de te mettre dans une position de compréhension. Il y a, là encore, on est encore dans l'inconscient, le cerveau, il faut le conditionner à dire oui, en fait. Parce que quand tu vas avoir besoin du dernier oui le plus important, ben, le cerveau sera beaucoup plus ouvert à dire oui que non au dernier moment. Donc, la méthode repose plus ou moins sur ça. Donc, la personne te fait une objection. Ben, choisis une objection, n'importe laquelle, si tu en as une en tête. Sur n'importe quoi. Par exemple, la plus connue, c'est je veux pas d'agence ou Très bien. j'ai un problème avec les honoraires. Je veux pas d'agence. Ben, tu vois déjà, j'ai un problème avec les honoraires typologiques Soncas argent. Le 8, tu le classes en argent. Je ne veux pas d'agence. Très bien. Alors ça, tu vas rencontrer ça à la pige. Ok, monsieur le vendeur. Ok, monsieur le vendeur. J'ai compris. Si vous ne souhaitez pas d'agence. Donc, première étape, on comprend. On se met en position parallèle. Il faut que la personne se sente alliée. J'ai compris, monsieur le vendeur. Je l'entends. Je le comprends. Moi-même, à la piche, quand j'avais ce genre, parce qu'on me le disait tout le temps, évidemment, c'est ça qui est bien, c'est qu'au bout d'un moment, les objections, c'est toujours les mêmes. Donc, les leviers restent toujours les mêmes. Faut agir comme un robot, en fait. Et, là, je leur disais même au téléphone, en plus, on n'est pas en agence. Hein. Enfin, toi, tu ne le sauras bientôt plus. Mais la personne, moi, je leur disais, bah, oui, non, mais vous avez entièrement raison, monsieur le vendeur. Moi, si j'ai fait un particulier, c'est vraiment la dernière chose que je ferais. Moi, genre, j'ai tout de suite comme ça. Bon. Après, qu'est-ce qu'il me dit? Déjà, un peu désorienté. Donc, on se met en position d'alliance, on se met en position de on va dire, de parallèle. La deuxième méthode, la deuxième étape consiste à savoir pourquoi. Il faut savoir pourquoi. Ok, monsieur le vendeur, j'ai compris, vous ne souhaitez pas de professionnel de l'immobilier, vous ne souhaitez pas recevoir de professionnel de l'immobilier, c'est bien ça. Donc là, premier oui. Oui. Est-ce que je peux vous demander pourquoi? Qu'est-ce qui motive ce choix? Et là, la personne, elle va te donner quelque chose. Bah, je ne veux pas d'agence. D'accord? Et qu'est-ce qui motive ce choix? Tu vois, parce que je ne veux pas d'agence, ce n'est pas une objection. Pourquoi? Pourquoi vous ne souhaitez pas recevoir de professionnel de l'immobilier? Et bien là, tu me l'as dit tout à l'heure, je ne veux pas payer de commission. Par exemple, ce que tu l'as dit. D'accord, donc si j'ai bien compris, monsieur le vendeur, vous ne souhaitez pas recevoir de professionnels de l'immobilier parce que vous ne voulez pas payer d'agence. C'est bien ça? Oui. Tu vois, tu vas dans son sens et tu conditionnes son cerveau à dire oui. D'accord. Et tu ne vas jamais, tu vois, en confrontation. D'accord, mais est-ce qu'il y a que ça qui vous inquiète, monsieur le vendeur? Est-ce qu'il y a que ça qui vous préoccupe de devoir payer une commission? Parce que la prochaine étape, en fait, c'est d'isoler l'objection. Il faut savoir s'il y en a qu'une, parce que si tu en oublies une à ce moment-là, tu vas devoir te retaper tout le travail. Parce qu'au moment d'avoir le oui le plus important, tu auras un non. Donc, il faut savoir pourquoi. Et surtout, il faut savoir s'il n'y a qu'une objection. Très bien, monsieur le vendeur, est-ce qu'il y a que ça qui vous inquiète? Est-ce qu'il y a que ça qui vous préoccupe? Oui. S'il te dit non, il faut savoir, d'accord, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et pareil, tu vois, la méthodologie reste la même. Oui, il y a que ça. D'accord. Là, tu peux passer à la phase traitement. Et c'est qu'à ce moment-là que tu traites, en réalité. Parce que si tu fais l'erreur classique au moment où la personne elle te dit je ne veux pas d'agence, oui, mais on est les meilleurs, oui, mais j'ai vendu 18 biens dans votre rue, oui, mais si, oui, mais on est les premiers, oui, ils s'en tapent. Parce que tu es à côté de la plaque, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui préoccupe ton prospect. Donc, tu auras beau lui raconter tout ce que tu veux, il ne sera pas réceptif. Par contre, en respectant ces étapes et en te mettant en position parallèle et finalement partenaire, là, et surtout en traitant à ce qui l'intéresse, là, tu vas finalement faire mouche beaucoup plus facilement. Alors attention, je ne te vends pas du rêve, la méthodologie, tu n'auras jamais 100%, ça n'existe pas 100%. Par contre, puisqu'on prend l'exemple de la pige, c'est les coachings où je fais le plus souvent, très souvent, les personnes que je coach au départ, elles peuvent avoir, sur 15 appels, elles peuvent avoir 2, 3, 4 rendez-vous. Alors évidemment, elles ne sont jamais 15 sur 15 une fois qu'on a fini les coachings, mais
elles peuvent tout de même quand même facilement s'approcher des entre 8 et 12, quoi, en fonction, parce qu'en ruralité, c'est plus facile qu'en ville, enfin, voilà. Puis en fonction du degré de tension du marché. En ruralité, moi, j'avais 80% de réussite, 80-85. En ville, rappelle-moi, tu es sur quelle commune, toi? Je suis à Rochefort-du-Gard, à C'est où? côté d'Avignon. Ah voilà, c'est vrai, je me l'ai dit en plus. Ouais, Avignon, c'est une grande ville, donc c'est un peu plus tendu. Donc, tu vois, si tu as 60-65% de réussite, c'est déjà pas mal, tu vois. Bien sûr, ça s'adapte en fonction des secteurs. Donc là, il va falloir traiter. Maintenant, tu sais qu'il ne veut pas d'agence, du moins pour le moment, et tu sais que c'est une question d'argent. Il ne veut pas payer. Donc là, maintenant, tu vas devoir traiter. Alors, quels pourraient être les leviers maintenant pour traiter cette objection? Une objection, ça se traite avec une méthodologie. Moi, j'aime bien la méthode CAP. CAP. Caractéristique, avantage, preuve. Tu pars de la caractéristique. Donc, monsieur le vendeur, j'ai bien compris, vous ne souhaitez pas recevoir d'agence ou de professionnel de l'immobilier parce que vous ne voulez pas payer. OK. Mais j'ai une bonne nouvelle. Figurez-vous que si un jour on travaille ensemble, c'est l'acheteur qui me paye. C'est lui qui sort là, c'est lui qui va à la banque. Et tu finis avec une preuve. Et si un jour je fais la vente, on fait la vente ensemble, tout sera marqué sur le compromis. Il y aura votre dette vendeur. Je vois là, j'ai votre annonce devant les yeux, vous voulez 200 000. Et bien, à ces 200 000 s'ajouteront les honoraires que l'acheteur payera. Là, tu vas traiter l'objection. Si c'est vraiment une question d'argent. Est-ce que vous comprenez, monsieur le vendeur? Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Ah, bah oui, oui, ça me parle. Ou non, ça ne me parle pas. À voir comment il réagit. Parce que s'il te dit non, là, alors, disons que là, tu traites et après, il faut rapidement enchaîner sur le pré-closing. C'est-à-dire que, donc, et bonne nouvelle, c'est l'acheteur qui paye, et en plus, ça sera marqué sur le compromis de vente. Donc, monsieur le vendeur, et là, tu passes à la partie pré-closing. C'est la partie la plus importante, et c'est là que tu vas savoir si tu as le rendez-vous ou pas. Donc, monsieur le vendeur, elle se fait toujours avec la même phrase. Monsieur le vendeur, si je vous montre pendant notre rendez-vous que c'est bien l'acheteur qui paye et que ça sera marqué noir sur blanc, est-ce que vous acceptez de me recevoir? Tu vois, c'est toujours si je vous montre que, est-ce que vous? Et à la fin, finalement, en fonction de l'objection, tu changes les mots-clés. Si tu dis oui, c'est réglé. Tu closes. Très bien. Alors, tu closes avec une question alternative. En l'occurrence, dans ce cas-là, je peux venir jeudi à 14h ou jeudi à 10h ou vendredi à 14h. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Il ne faut pas laisser une porte ouverte. Pas poser une question ouverte ni fermée à ce moment-là. C'est trop restrictif ou trop ouvert. Et si tu dis non à cette étape-là, ça veut dire que soit c'est une fausse barre, ou ça veut dire que soit il n'y a pas tous les décisionnaires, ça veut dire qu'il y a une objection qui n'a pas été levée, trouvée, donc il faut revenir en arrière. Ah, monsieur le vendeur, excusez-moi, je rattrape mes notes, mais il me semblait qu'il y avait juste la question de la commission qui vous inquiétait. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose qui vous préoccupe, monsieur le vendeur? Et là, il faut que tu commences à le pousser un petit peu dans ses retranchements. C'est dit, non, il n'y a que ça. Alors du coup, qu'est-ce qui vous empêche de me recevoir? Puisque c'est l'acheteur qui paye. Et qu'en plus, on a les mêmes intérêts. Moi, si je vends, l'acheteur il paye ma commission, et puis vous avez vendu. Qu'est-ce qui vous empêche de me recevoir? Et bien là, tu vas savoir si tu as une fausse barre ou si tu as une vraie objection. Parce que si tu as une vraie objection, normalement, c'est réglé. Avec vraiment le jeu des questions et le pré-closing. Maintenant, si tu as une fausse barbe, ça ne ressemble pas vraiment à une fausse barbe, parce que là, tu as quand même donné une vraie objection. C'est que le plus souvent, c'est qu'il y a une objection qui n'a pas été traitée. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Est-ce que vous avez besoin qu'on revienne sur un point? Bah oui, en plus, voilà, je ne veux pas d'agence, on va essayer seul parce qu'on a une nouvelle expérience. Peut-être. Parce que j'ai signé un mandat et l'agence n'a pas vendu. Et parce que je n'ai pas eu de suivi, parce que voilà, vous êtes tous des bons à rien. Voilà. Que sais-je? Toutes les objections, c'est les mêmes de toute façon. C'est juste, bah oui, monsieur le vendeur, vous avez raison, je comprends. Tu recommences, tu es obligé de recommencer à zéro. Oui, monsieur le vendeur, je comprends. Effectivement, vous avez une mauvaise expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Tu vois, tu te mets dans une position toujours d'allié.
tu as constaté que je n'ai jamais dit non à mon prospect, je ne me suis jamais mis en position de confrontation. Ça, c'est vraiment la clé. Tu es toujours en position parallèle et d'allié. Et tu vas revenir une fois, deux fois, trois fois, deux fois, entre deux et quatre fois, au début, en fonction des objections. Parce que plus tu vas revenir et plus tu vas le repousser plus tu vas le pousser dans ses retranchements. Mais au bout d'un moment, tu vas sentir un petit peu tu vois, tu es toujours dans le tunnel, hein, tenter de l'amener jusqu'au bout. Et lui va toujours essayer de prendre des portes. S'il essaye, c'est toujours pareil. Mais au bout d'un moment, tu vas sentir que la personne, si vraiment tu es revenu plusieurs fois au début du tunnel, que la personne peut s'irriter, peut s'agacer, peut raccrocher au nez, ça peut arriver. Parce qu'au bout d'un moment, tu es tout simplement, avec cette technique, tu es en train de lui dire que la personne n'est pas cohérente avec elle-même, en fait. Parce que tu lui as apporté une réponse fondée à son objection. Donc, si elle te dit non, ça veut dire que soit elle te ment, ou soit elle n'est pas cohérente avec elle-même, puisque tu lui apportes la solution à son problème. Donc, certains sont conscients de ça, et du coup n'ont pas envie, et n'auront pas envie. Donc, vont essayer d'enfoncer une porte. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de faire un petit pas de retrait, pour éviter justement d'arriver à cette rupture. Parce que dans le cadre d'une pige, puisque là, en l'occurrence, on parle de la pige, ce qui est important après de mettre en place, c'est le suivi. Et si à ce moment-là, le fil a été coupé, tu vas galérer pour ton suivi. Et je ne compte pas le nombre de ventes que j'ai faites suite à des premiers appels où on m'a dit non, et après, grâce au suivi, on m'a dit oui. Donc, c'est pour ça que je t'invite à, quand tu sens que la personne commence à s'irriter, commence à, voilà, à être pas agressive, mais à te parler de manière un peu hostile, non, mais je vous dis non, c'est pas la peine. Tu vois, que la personne vraiment tente d'enfoncer une porte. Ok, monsieur le vendeur, j'ai compris. Vous êtes audacieux, félicitations. C'est tout honorable de votre part. Toujours, tu le caresses dans le sens du poil, tu vas dans son sens. Je me note de vous noter, de vous rappeler d'ici une semaine, on fait le point. Voilà. Et tu pars sur un suivi. Dans le cadre de cet exemple. Voilà. Parce que voilà, l'idée, c'est de faire un pas de retrait intelligent pour mieux après amorcer le suivi, pour avoir un coup d'avance. Parce que si la personne, c'est elle qui met un terme, la personne, elle ne décrochera plus jamais. Est-ce que tu as des questions? Non, c'est assez clair. C'est un peu technique. Non, c'est tout ce que je demande, donc c'est top. C'est de la logique. Hein. Oui, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de psychologie, il y a de l'inconscient, il y a du contrôle. Parce que tu as constaté qu'avec cette méthodologie, c'est toujours toi qui as le contrôle. Il ne faut jamais te mettre en position de subordination ou te mettre en position où c'est le prospect qui contrôle. Ou alors lui laisser croire qu'il contrôle. Ça, c'est encore plus fort. Lui laisser croire, surtout avec les orgueilleux, justement. Lui laisser croire qu'il contrôle, mais savoir le remettre dans le droit chemin de manière commerciale et délicate quand c'est nécessaire. Et là, vraiment, arriver à cette méthodologie, elle va t'aider grandement. Et c'est surtout que tu feras beaucoup plus de ventes en faisant comme ça, en fait. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur l'objection. C'était assez rapide finalement. Hein. Est-ce que toi, il y a des objections que tu redoutes? Il y en a quelques-unes, enfin quelques-unes. Il y en a surtout une qui m'a mis plus pas dans l'embarras, mais qui m'a bloquée en fait, où j'ai pas su Ouais. faire quoi que ce soit. Donc c'était une dame âgée, donc ça c'était en porte-à-porte. Mhm. Donc je me présentais, tout ça, et en fait la dame était âgée, et elle Mhm. m'a dit: «Ah bah oui, bah, ça tombe bien que vous soyez là parce que je compte vendre ma maison». Oh, ce coup de Bah, bol. là, hop, Ah tiens, tiens, bah, nickel. tiens, là, je vais te poser une question. Alors, là, c'est une question que je pose souvent quand je fais les coachings sur la prospection, justement. Donc, tu prospectes, une personne te dit, ah ben rentrez, je mets en vente. Oui. Tu fais quoi? Bah, là aujourd'hui où je travaille, après je pense que c'est quelque chose que je vais garder. Mhm. Je prends un rendez-vous. Ça veut dire que tu Après dis à la personne, ah ben d'accord, ok, tu prends un rendez-vous sur l'agenda. ce que je fais, c'est qu'on peut rentrer pour se présenter, discuter et tout ça. Mais Mhm. si elle commence à dire, ben voilà, regardez ma maison, vous en pensez quoi? Je lui dis, écoutez, moi je suis venue, voilà, pour me présenter. Là ensuite, il va falloir qu'on prenne rendez-vous, qu'on fasse une estimation. Donc Mhm. après, ça sera plutôt en R, on va dire R+2, quoi. Ouais, c'est bien, c'est ce que je conseille aussi.
Parce qu'au moment où... parce que quand tu te... Alors déjà que beaucoup ne la font pas, mais bien sûr, la prospection se planifie dans l'agenda. Et quand tu as planifié 2 heures de prospection, c'est 2 heures de prospection. Parce que le problème qui se passe, c'est qu'il y a des agents qui disent « Oh super, allez, je rentre. Mais merde, mon matos, j'ai pas mon matériel. J'ai du matériel pour prospecter, mais j'ai pas mon matériel pour faire un mandat. » Tu vois, je n'ai plus le choix. Et puis, c'est surtout qu'au moment où tu rentres, il n'y a pas forcément tous les décisionnaires. Donc, tu peux rester 1 heure et demie et à la fin repartir sans mandat quand même parce qu'il n'y a pas tous les décisionnaires. Donc, finalement, tu auras perdu ta prospection. Donc, ça, c'est bien. C'est ce que je conseille aussi, c'est de tout simplement, effectivement, faire du relationnel pendant, allez, 5 minutes, un quart d'heure, prendre un rendez-vous. Ça peut être le jour même, hein. Ça peut être du matin au soir, ou du matin dans l'après-midi, ou le lendemain. Assez rapide quand même. C'est pas mal. Mais oui, on ne fait pas le mandat tout de suite, parce que dans tous les cas, on n'est même pas sûr qu'on le fera. Et on n'est même pas sûr que le bien nous intéressera aussi. Ça marche dans les deux sens. La personne, elle Et te puis je dit... trouve qu'on se met dans une position complètement inconfortable. C'est-à-dire que là, du coup, c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, on passe sur le fait où c'est le prospect qui a les rênes et c'est lui qui décide de nous faire visiter sa maison, qui Ouais, décide, c'est lui qui nous mène. Et en fait, ça, c'est une position à laquelle je ne peux pas. c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça qu'on, finalement, le fait de reprendre un rendez-vous, on reprend une forme de contrôle également. Et donc, donc oui, c'est ce que je préconise Donc aussi. oui, donc, cette petite dame qui me dit, bah, c'est top, j'allais vendre ma maison parce que je pars à Lyon, j'ai des problèmes de santé, donc je me rapproche de ma famille. Je dis, bah, c'est super, on prend un rendez-vous. On prend un rendez-vous pour une estimation et là, je sais pas, elle s'est renfermée sur elle-même. Elle dit, mais non, mais c'est bon, vous m'avez laissé votre carte, je vous appelle. Je dis, bah, donnant, donnant, je vous ai prêté ma carte, donnez-moi votre numéro de téléphone, comme ça, je peux entretenir, je peux savoir comment vous allez, parce que je vois que vous boitez, donc au niveau de la santé. Et puis vous avez des livres, elle avait plein de livres à donner, donc j'ai dit, écoutez, moi je peux me renseigner de mon côté, les librairies, peut-être les collèges. Donc Mhm. comme ça, si j'ai des choses, je peux. Et je sais pas, elle s'est renfermée d'un coup, ça, comme si ça a été trop rapide pour elle. C'était une dame âgée, peu valide. Et là, je me suis sentie, bon, ben, ok, ben, Au bonne revoir. journée, à très bientôt. Je me suis sentie un peu mal à l'aise et j'ai fait, bon, ben, je sais pas comment j'aurais pu modifier cette rencontre en un oui, prenons rendez-vous. D'accord. Ouais, je me mets en position. Donc, effectivement, je suis rentré. Ben, vous avez une jolie maison, effectivement. Ce que je vous propose, c'est qu'on fixe un rendez-vous pour que je puisse venir avec mon matériel afin de pouvoir faire un avis de valeur cohérent avec ce qui se fait en ce moment sur le marché. Je pense que j'aurais dit ça. Et après, bah, si elle me dit, après, je vois pas comment elle peut dire non, en fait. Si elle te fait rentrer là, bah, je sais Ouais, pas. alors c'était Peut-être peut-être pas le que bon moment. Bon, ben, peut-être qu'il y avait une information que tu maîtrisais pas parce que oui, les personnes âgées, il faut se méfier. Est-ce que monsieur était encore en vie? non. Voilà, donc il y a très certainement un aspect juridique également à maîtriser parce qu'il doit y avoir une indivision avec des enfants. Donc, ça se trouve, elle s'est rappelé qu'elle a des enfants et qu'il a dit. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça Ouais. aussi qu'on maîtrise pas. Donc, Effectivement, ça a fini comme ça en fait. Bon, la dame m'a pas rappelé et dans la semaine qui est arrivée, les enfants sont arrivés, ont vidé une bonne partie de la maison et l'ont ouais, mis en fait par facilité chez un concurrent parce que grande enseigne et que voilà. ouais, ouais. Donc, Donc elle a pris peur parce que finalement, elle s'est rappelé que, ça se trouve, elle avait eu des trous de mémoire, elle s'est rappelé que finalement, c'est les enfants qui géraient le projet par elle, et pas elle, ça arrive souvent. Bon, moi, avec l'habitude, j'aurais peut-être creusé en ce sens et je pense que je serais parti avec les coordonnées d'au moins un des enfants, ouais. histoire de voir s'il y a quelque chose à faire. Parce que souvent, ce qui arrive avec les personnes âgées, ça arrive souvent, c'est que finalement, quand monsieur n'est pas là, ben voilà, pour protéger le survivant, bah, souvent, c'est les gosses qui gèrent, ou un enfant. Voilà. Mm. Parce que finalement, ils sont héritiers, donc ils ont droit à une part du défunt. Et finalement, la personne, le conjoint survivant, n'est pas apte à gérer le projet, en fait, très souvent, quand ils ont 80, voire plus, même avant parfois. Ouais, c'est ça. La dame Donc, du était coup, elle s'est rappelé ça, en fait, je pense. Et du coup, tu aurais pu argumenter sur n'importe quoi. Le problème était plus sur, effectivement, je pense, la partie succession, tout ça. Après, je sais pas, je dis ça comme ça, j'étais pas là, mais ouais, l'idée, ouais.
En fait, elle a dû se rappeler que c'était pas elle qui gérait et que du coup, finalement, tu n'avais pas la bonne interlocutrice finalement en face. Donc, tu aurais pu raconter tout ce que tu veux. Ça m'est déjà arrivé aussi. Tu aurais pu raconter tout ce que tu veux. Ça aurait servi à rien. Il aurait fallu parler avec les vrais décisionnaires, qui apparemment sont les enfants. Ouais. Ah, ce sera pour la prochaine fois. Oui, ça m'a appris. Merci à toi en tout cas d'avoir participé à ce coaching. J'espère que ça t'a Merci aidé. Jonathan, merci à toi. Voilà. Merci à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous pouvez la liker et la partager. Ça aidera pas mal les confrères qui ont besoin de traiter les objections. Et puis j'espère que ça vous a aidé. On en a beaucoup parlé ces derniers temps des objections, surtout dans les coachings piges. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.